je remercie le comité d'organisation de m'avoir invité pour donc animer avec vous cette session intitulée Design et implémentation d'une expérience e-learning inclusive au Maroc. On va essayer de plonger aujourd'hui dans le monde du e-learning et de quelques expériences auxquelles j'ai participé au niveau local ou bien national du Maroc. Donc, je vais vous parler par la suite de la terminologie du e-learning, qu'est-ce que c'était les mots, les sports, etc. Et puis, les différents usages du numérique dans la formation, que ce soit au niveau classe traditionnelle ou bien classe inversée. Et bien sûr, comment concevoir et mettre en place un dispositif de formation en ligne en se basant sur une méthode qui est très connue qui s'appelle la méthode ADI. Par la suite, je parlerai de quelques plateformes comme le Google Suite Éducation, Office 365 Éducation, Moodle, Boolean, Blackboard Collaborate, Zoom, etc. Ensuite, je vais vous présenter un peu la certification parce que c'est un domaine qui est très très important, surtout au niveau de l'employabilité, donc que ce soit au niveau de certification académique ou professionnelle, et puis l'expérience de l'INSET de Mohamedia dans ce domaine, et puis comment mettre en place une académie de certification telle que la Cisco Networking Academy, TACAT. Je vais vous parler vers la fin de la nouvelle plateforme e-learning de l'Université Hassan II de Casablanca, et puis en conclusion vers la fin. Et donc, j'aimerais bien que, si vous permettez, que ça soit interactif. Vous pouvez poser des questions au fur et à mesure si vous en avez, il n'y a aucun problème. Donc, est-ce que tout le monde me reçoit correctement? Est-ce qu'il n'y a pas de problème au niveau du son? C'est bon? Très bien, parfait. Donc voilà, comme vous savez, lorsqu'on parle de la formation, donc le numérique actuellement il est devenu quelque chose de primordial, surtout, je ne pense pas à cause, mais grâce au Covid, parce que pour nous, c'est peut-être une opportunité à développer tout ce qui est enseignement à distance, tout ce qui est enseignement numérique et learning. Et donc, nous avons bien sûr l'objectif de la formation et du système éducatif d'une manière générale, c'est de former des profils compétents et surtout faciles à s'intégrer dans le monde socio-économique. Bien sûr, c'est ce qui va permettre l'évolution d'un pays, notre cher pays, le Maroc. Donc, si on veut vraiment se développer correctement, il faut donner beaucoup d'importance et il faut améliorer la qualité de l'éducation ou bien de la formation. Il faut que le système éducatif soit performant. Donc, si vous prenez le cas de Singapour, si vous prenez le cas de la Corée du Sud, il y a plein de pays qui ont évolué. Si vous prenez le Japon aussi, ce n'est pas grâce à leurs ressources naturelles, mais grâce à leur système d'enseignement efficace. Et donc, bien sûr, qui dit formation, dit vos formateurs d'abord, et puis les apprenants de l'autre côté. Et il y a plusieurs manières d'assurer la formation. Donc, bien sûr, l'objectif principal, c'est le transfert des connaissances et des compétences, pas uniquement les connaissances. Maintenant, c'est beaucoup plus les compétences. Il faut que le formé soit compétent, soit multidisciplinaire, il faut qu'il soit capable de s'adapter facilement aux besoins du marché de l'emploi. Et donc là, au niveau des techniques de formation, comme vous savez, il y a la méthode traditionnelle, les cours magistraux et tout ça. Maintenant, après, on a intégré aussi l'audiovisuel, la télévision et ainsi de suite. Mais maintenant, on parle beaucoup plus des technologies de l'information et de la communication qui sont intégrées au niveau de l'enseignement. Et donc, à travers plusieurs situations, comme vous savez, les cours, les exercices, les travaux dirigés, les travaux pratiques, les conférences, les workshops, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, etc. Donc, il y a plusieurs situations à travers lesquelles on peut transmettre le savoir aux apprenants. Et lorsqu'on parle de la formation, il y a deux types de formation. Il y a ce qu'on appelle la formation d'abord initiale et il y a la formation continue ou bien professionnelle. La formation initiale, c'est comme
ce que vous suivez à l'université ou bien dans un établissement de formation, qu'il soit public ou privé, soit dans une école d'ingénieurs, soit dans une faculté, soit dans un lycée. Ou bien, donc c'est une formation qui est vraiment structurée avec des programmes qui sont rigides, parfois préétablis et tout. Et généralement, elle est de longue durée. Donc ça s'étale sur 2 ans, sur 3 ans, sur 5 ans, etc. Et donc, il est organisé au niveau des institutions d'enseignement ordinaire que vous connaissez, comme je viens de dire. Et bien sûr, il est conçu pour une population définie au préalable. C'est-à-dire là, on va former des ingénieurs, là, on va former, je ne sais pas, des instituteurs, on va former des médecins, on va former. Donc là, c'est déjà préétabli à travers un système de recrutement, etc. Et bien sûr, ça se traduit par la fin par l'obtention d'un diplôme. Ça, c'est la formation initiale. Mais en parallèle, il y a la formation continue bien professionnelle. Et là, on essaye de préparer l'apprenant à la pratique d'un métier. Ça sont surtout maintenant, avec le changement qu'il va y avoir, ce n'est pas pour l'année prochaine, mais pour l'année d'après, avec les soft skills, maintenant on essaye d'intégrer tout ce qui est soft skills au niveau de la formation pour développer des compétences. Alors, il y a parfois des gens qui sont déjà en poste, qui travaillent et qui reviennent pour faire de la formation. Donc, si je prends le cas de l'INSET, par exemple, nous avons des formations continues, des masters, des licences professionnelles, sont généralement des gens qui sont en poste, qui travaillent et qui reviennent pour compléter leur formation et approfondir leur compétence. Je ne sais pas, par exemple, ils veulent développer leurs compétences dans le domaine du développement web, du développement mobile, du big data, du cloud computing, bien au niveau de la sécurité informatique. Généralement, la thématique est un peu bien définie et la formation est un peu courte. Et donc, il y a parfois même des entreprises, par exemple, qui demandent une formation bien spécifique à la carte. D'ailleurs, maintenant, l'État, normalement, il a mis en place des programmes, via la MAPEC. Donc, un employeur peut toujours définir un besoin et puis faire appel à des programmes de la MAPEC qui font appel à des cabinets de formation, par exemple, spécialisés dans le domaine pour répondre à un besoin bien spécifique. Et donc, voilà, maintenant, donc, le DTEC, bien l'éducation à la technologie, donc technologie éducative. Et donc, on parle, c'est l'ensemble des outils, hein, c'est les outils numériques au service de la formation. Donc, il y a plein de solutions numériques maintenant qui sont mises au service de la formation. Et donc, on parle aussi de TIS, donc c'est les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement ou bien l'éducation. Donc, lorsque vous entendez parler de terme TIS, sachez très bien qu'il s'agit de l'ensemble des solutions mises en place pour développer tout ce qui est enseignement ou bien éducation en faisant appel aux technologies de l'information et de la communication. Et donc, c'est pourquoi maintenant on parle de MOOC. Donc, tout à l'heure, je vais expliquer un peu. Donc, on parle de MOOC, on parle de SPOC, les Small Private Online Courses. Vous entendez parler aussi de FOAD, c'est la formation ouverte et à distance. Donc, il y a parfois des Français qui essaient de traduire des termes en anglais pour essayer de les adapter au contexte français. Et donc, il y a le AD, c'est l'enseignement à distance. Et tout ça, pour faire tout ça, donc, généralement, lorsqu'on parle du e-learning, et donc on a besoin de pas mal de choses, surtout au niveau des plateformes. On va voir tout à l'heure quelques plateformes. Et donc, comme je viens de dire, donc, les MOOC, c'est les Massive Open Online Courses. Donc, ce sont des cours d'abord à caractère massif. La notion de beaucoup de monde qui sont capables de suivre. Donc, quelqu'un qui parle d'un MOOC, ce n'est pas pour un nombre de 20 ou bien de 30 personnes, mais c'est beaucoup plus ouvert à parfois des centaines, à des milliers de personnes. Donc, voilà la notion de massification ou bien de massif. Et les open, donc là, ça veut dire quoi? Donc, ça peut être
c'est-à-dire gratuit, donc accessible à tout le monde. Donc, lorsque on cible beaucoup de monde, et donc là, on parle de l'ouverture du cours ou bien du support de formation. Et bien sûr, online, hein, donc, ça peut être soit en temps réel, soit en déféré. Donc, il y a des mots qui intègrent de l'interactivité, il y a ceux qui n'intègrent pas, bon, ça dépend. En tout cas, mais c'est un cours qui peut être aussi spécifié par une date de début, une date de fin. Est-ce qu'il y a des crédits? Est-ce qu'il y a des badges? Maintenant, on peut suivre. Tout à l'heure, je vais vous montrer quelques plateformes dans lesquelles on peut suivre des formations et avoir des certificats ou bien des badges. D'accord? Et vous pouvez vous enregistrer vous-même. Donc, il y a un planning à établir et à suivre et à finalement avoir un certificat vers la fin. Donc, maintenant, les différents types d'enseignement en ligne. Donc, comme je viens de dire, l'enseignement en ligne, c'est l'ensemble des solutions et des moyens permettant l'apprentissage par des moyens électroniques. Ça, c'est la définition d'après Wikipédia. Et donc, c'est un enseignement qui peut être soit synchrone, donc l'étudiant et l'enseignant interagissent en même temps. Donc, j'aimerais bien que ce workshop soit synchrone. S'il y a des questions, s'il y a des interventions, on peut toujours, c'est-à-dire avoir un feedback, avoir une interactivité au cours du workshop. Alors, et donc, ça va être du synchrone. Donc, l'étudiant et l'enseignant et l'intéressant en même temps, mais tout en étant à distance, dans des lieux différents. Et il y a aussi l'enseignement asynchrone, c'est-à-dire on va mettre à la disposition de l'étudiant les ressources nécessaires, les supports de cours, les vidéos, les exercices d'entraînement, les travaux dirigés, etc. Et l'enseignant, l'étudiant plutôt, apprend à son rythme. Donc, il peut interagir avec un enseignant lorsqu'il a besoin. Par exemple, sur un forum, il peut toujours demander à l'enseignant de l'aider ou de lui expliquer une partie, mais c'est au rythme de l'étudiant, selon son besoin, ses besoins. Donc, il y a aussi le blended learning. Donc là, le blended learning, c'est quelque chose qui est hybride. Donc, c'est de la synchrone et des synchrones. Donc, il y a une partie, c'est du présentiel et aussi en ligne. Donc, il y a une partie que je vais animer en présentiel et une autre partie qui va être assurée à distance. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le blended. Donc, au niveau de la terminologie, donc l'enseignement, ça peut être synchrone, ça peut être asynchrone et ça peut être aussi hybride, dans lequel il y a une partie présentielle et une partie à distance. Et d'ailleurs, ce qui va se pratiquer par la suite, maintenant, il y a pas mal d'universités qui sont virtuelles. Donc, on parle de ce qu'on appelle une université virtuelle. La Tunisie, ils ont une université virtuelle. Ça s'appelle l'université virtuelle de la Tunisie. Le Sénégal, ils ont l'UVS, l'université virtuelle du Sénégal, qui fait aux alentours de 45 000 étudiants actuellement. Et donc, il y a pas mal de pays maintenant qui n'ont pas les moyens, qui commencent à aller vers tout ce qui est enseignement à distance, et en faisant juste 30%, 25% du présentiel pour faire surtout les examens et puis un encadrement sous forme de squad ou bien de groupe de travail pour développer tout ce qui est pratique. Donc voilà, si je reviens, j'espère que je suis clair jusqu'à présent. Est-ce qu'il n'y a pas de remarques? Est-ce que vous recevez ma présentation correctement, l'audio correctement? C'est bon? Oui, tout est clair, professeur. Très bien. Donc voilà. Donc comme j'ai dit, lorsque je parlais de... Alors, sachez très bien, et ça je le dis à tous les participants, certainement il y aura par la suite un grand manque au niveau de l'ingénierie pédagogique. Donc les gens, il faut en profiter de l'occasion pour développer tout ce qui est ingénierie pédagogique.
parce qu'il y aura certainement un grand manque avec le développement du e-learning, l'enseignement à distance au Maroc. D'ailleurs, maintenant, je commence à avoir des appels à candidature. Vous pouvez consulter les appels à candidature pour voir qu'on commence à recruter des gens spécialisés dans le domaine de l'ingénierie pédagogique, de l'ingénierie de la formation. Parce que la formation, c'est pas d'un jour au lendemain, on commence un cycle de formation. Même au niveau public maintenant, nous, si on veut mettre en place une filière, on va nous demander de réaliser ce qu'on appelle le CNPN, bien le cahier des normes pédagogiques nationales. Le CNPN, le cahier des normes pédagogiques nationales. Et là, donc, d'abord, il faut faire une étude au niveau du marché, sur l'emploi, etc., en collaboration avec les différents organismes, tels que la MAPEC, les chambres de commerce, etc. Donc ça, c'est la première étape. Et nous allons dégager les besoins qui sont exprimés par les industriels, par exemple. Et suite à cette enquête, on va mettre en place, il y a un modèle, il y a un canevas qu'il faut remplir, qui est établi si vous cherchez sur Internet le cahier des normes pédagogiques nationales, le CNPN, vous allez trouver qu'il y a le canevas qui a été établi lors des assises sur la formation qui a eu lieu en Marrakech. Je ne sais pas en quelle année, je ne me rappelle pas. Et donc, ça demande de l'ingénierie pédagogique et de la compétence dans le domaine de l'élaboration des filières ou bien des formations. Donc là, il y a trois. Maintenant, la notion de e-learning, on commence maintenant à travailler sur un nouveau cahier des normes pédagogiques nationales dans lequel on va introduire de l'enseignement à distance. Et donc finalement, une filière maintenant, lorsqu'il sera accrédité, parce qu'il y a, ce qu'on appelle le CNACES, il y a une commission spécialisée au niveau de l'enseignement supérieur. Là, je parle de l'enseignement supérieur. Et donc, il y a cette commission-là qui valide la mise en place d'une filière ou pas. Donc, il faut établir ce cahier des normes pédagogiques nationales qu'il faut se mettre à la CNACES, à cette commission qui est spécialisée dans la validation de ces contenus et le démarrage d'une filière de formation. Une fois qu'il est démarré, après 4 ans, il y a une évaluation pour voir est-ce qu'on peut réaccréditer la filière ou pas. Et donc, ça dépend des besoins. Donc, une formation peut être accréditée et lancée pour la formation au bout de 4 ans. Et après, il faut faire une évaluation pour dire est-ce qu'on va continuer à assurer la formation dans cette filière. Et donc, maintenant, pour mettre en place une filière, on est obligé de parler de 3 unités, à savoir est-ce que c'est du distanciel, donc c'est quoi le volume de formation qu'on peut assurer à distance, et c'est quoi le volume de formation qu'on va assurer en présentiel. D'accord? Et comme je viens de dire tout à l'heure, la notion d'unité de temps, est-ce que c'est du synchrone ou bien de l'asynchrone? Et puis, est-ce que c'est une formation d'unité d'action? Est-ce que c'est une formation individualisée ou bien collective? Donc là, lorsque vous voulez mettre en place un système de formation, il faut prendre en considération les 3 unités, l'unité de lieu, en fonction de distance du présentiel, et l'unité d'action, est-ce que c'est par un groupe individualisé ou bien est-ce que c'est des spots, c'est pour un nombre très réduit, ou bien c'est collectif, c'est ouvert à des milliers, des centaines ou bien des milliers de personnes. Et est-ce que c'est en mode synchrone ou bien asynchrone? Donc voilà un peu les points forts du e-learning, parce que finalement, le ça se pratique depuis longtemps, surtout dans les universités américaines, japonaises, coréennes, etc. dans le monde. Donc chez nous, bon, le e-learning, ça n'a pas. On ne croyait pas e-learning, mais Dieu merci, grâce, je ne dirais pas à cause, mais grâce au coronavirus, ça a créé vraiment un effet de neige, au niveau de l'intégration du e-learning. Au début, donc on essayait d'utiliser les moyens de bord. Il y a ceux qui ont utilisé Teams, il y a ceux qui ont utilisé Meet, il y a ceux qui ont utilisé Zoom, il y a ceux qui ont utilisé Facebook, ceux qui utilisent WhatsApp. Donc, on a essayé d'utiliser tous les moyens à notre disposition et selon les
c'est-à-dire ce qu'on maîtrise. Et maintenant, on est dans une phase de standardisation de ces moyens et on commence à avoir je parle beaucoup plus de l'université, et donc on commence maintenant à essayer de mettre en place des plateformes pour essayer de standardiser. Il y a même un projet pilote au niveau du Maroc pour essayer de mettre en place un data center pour, je pense que la pilote sera lancée prochainement, et pour mettre en place un data center qui va héberger les plateformes des différentes universités. Il y a même 3 présidents d'universités qui ont pris en charge la mise en place de ce projet, la réflexion sur ce projet avec M. le ministre. C'est Madame la Présidente de l'Université Hassan II, M. le Président de l'Université de Limblel et M. le Président de l'Université de Fès. Donc les 3 présidents, et c'est eux qui vont chapeauter la mise en place de ce genre de plateforme. D'accord. Donc, si je reviens, donc, comme j'ai dit, le suivi, ça peut être soit asynchrone, le besoin au rythme de l'étudiant, soit synchrone, donc c'est en temps réel. Et la portée, comme vous savez, donc, ça peut atteindre un large public. Il y a la possibilité de mutualiser et bien sûr le retour sur investissement. Alors, c'est quoi le retour sur investissement? Dernièrement, par exemple, la Tunisie, ce qu'il faut savoir, c'est que la Tunisie ne dépasse de loin le point de vue nombre d'étudiants. Alors, nous, au Maroc, on a à peine 1 million d'étudiants, alors la Tunisie, elle a 2 millions d'étudiants. Donc, au niveau des normes, normalement, nous devrons être au moins à 3 millions d'étudiants au Maroc. Malheureusement, donc, on est loin des normes internationales. Donc, il faut faire vraiment un grand effort au niveau de nombre d'étudiants au niveau de l'université. Le problème, c'est qu'il y a un manque de moyens, mais l'enseignement à distance, ça peut être vraiment une solution pour résoudre ce problème, du moment que, au lieu d'investir dans des bâtiments, dans des amphis, dans des équipements, on peut facilement essayer de faire une grande partie à distance. Maintenant, peut-être par les dernières recommandations, surtout avec le système du bachelor et l'intégration des soft skills, donc à partir de 2021-2022, l'année universitaire 2021-2022, il faut intégrer au moins les 30% à distance. Et donc, il y a pas mal de matières qu'on peut enseigner à distance sans aucun problème. On peut enseigner l'informatique à distance, on peut enseigner aussi les langues à distance, il y a plein de plateformes. On peut même, maintenant on est en train de tester, et moi je vous parle de connaissance de cause de ce que nous sommes en train de faire maintenant à l'INSEE de Mohamedia, même les ELAB, hein, donc, tout est possible. Hein. L'informatique ne pose aucun problème. Il y a même maintenant des plateformes d'enseignement à distance qui sont basées sur la réalité virtuelle et augmentée. Donc tout ça, nous sommes en train de mettre en place des plateformes de travaux pratiques à distance. On peut faire des travaux pratiques en électronique sur des montages réels, on peut faire des travaux pratiques sur des machines, des moteurs synchrones, asynchrones, sur des plateformes de mesure d'énergie éolienne, etc. Et donc, il y a plein de TPI. Bon, c'est vrai, au niveau chimie, par exemple, c'est pas possible de faire des mélanges pour déclencher des réactions chimiques, peut-être à distance, mais il y a pas mal de choses au niveau de la simulation, au niveau de la médecine encore. Il y a beaucoup de plateformes qui offrent des environnements de simulation, surtout en réalité virtuelle et augmentée. Peut-être tout à l'heure, je vais revenir sur une plateforme américaine qui est très connue dans le domaine, qui s'appelle Z-Space, pour voir tout ce qui est enseignement à distance basé sur la 3D, la réalité virtuelle et augmentée. Donc voilà un peu le problème que nous vivons actuellement, c'est beaucoup plus la cohérence du contenu et la qualité. Ça, c'est très important. C'est pas de l'enseignement à distance, ça veut dire que, parce que maintenant, connaissance de cause, il y a plein d'enseignants et tout, ils vous disent, OK, on veut faire l'enseignement à distance, et vous prenez des slides et des mails en ligne, et puis voilà, ça c'est pas l'enseignement à distance. L'enseignement à distance, il y a beaucoup de règles, tout à l'heure on verra quelques exemples. Il y a l'efficacité, et donc on parle de la pédagogie numérique. C'est pas uniquement être un pédagogue, c'est bien, ça veut dire être capable de transmettre l'information et l'information correctement, d'une manière très simple, mais il faut vraiment maintenant maîtriser l'utilisation des outils numériques.
Donc maintenant, tout enseignant est appelé à maîtriser bien les outils numériques pour pouvoir réussir son enseignement à distance. Donc voilà. Donc, ce qui nous pousse à parler maintenant des avantages et des limites de l'enseignement en ligne. Bien sûr, les avantages, comme je viens de citer quelques-uns, c'est beaucoup plus flexible et accessible. Donc, tout le monde a la possibilité d'accéder à distance. Bien sûr, il faut un accompagnement au niveau de l'infrastructure télécom, surtout par les opérateurs de télécom. Donc, les fournisseurs d'accès à Internet, les FAI, ou ce qu'on appelle l'ISP, Internet Service Provider. Donc, les providers au Maroc, vous les connaissez tous, mais quand même, il reste un grand effort à faire au niveau de la connectivité. Et donc, il faut une infrastructure adéquate pour pouvoir réussir ce challenge de l'enseignement à distance. Donc, la qualité et la consistance dans l'apprentissage. Comme je viens de dire, il ne suffit pas de balancer un fichier PDF sur une plateforme et dire que je ne vais pas faire l'enseignement à distance. Il faut un encadrement, il faut de la présence et il faut beaucoup d'efforts. Il y a maintenant des capsules pédagogiques qui sont produites. Donc, au début, nous avons assisté sur les chaînes de télévision qu'il y avait certaines médiocrités dans la production de ces capsules, mais c'est normal parce que produire une capsule pédagogique, ça nécessite une scénarisation, ça nécessite un grand effort, ça nécessite beaucoup de préparation. Et donc, c'est pourquoi au début, on a vu des capsules de mauvaise qualité, mais au fur et à mesure, on commence à assister à la production de capsules qui sont de qualité disant. Et dans le futur, il faut faire un grand effort. D'ailleurs, il y a pas mal de budgets qui ont été alloués à tout ce qui est enseignement à distance. L'Union européenne a accordé dernièrement un montant de 5 milliards de dirhams, voilà, pour tout ce qui est enseignement à distance. Et il y avait d'autres aides du Japon. Il y a plein de. C'est pas question de. C'est pas les fonds. Moi, au Maroc, c'est pas les fonds, c'est pas l'argent. C'est la compétence. C'est la compétence des ressources. C'est les ressources humaines qui manquent. D'accord? Donc, voilà. Donc, il faut un apprentissage actif. Voilà, surtout pour les étudiants qui appellent à intervenir en présentiel. Donc là, il faut vraiment un accompagnement, une certaine présence, même si en ligne, mais il faut faire beaucoup plus du synchron pour pouvoir encadrer et accompagner les étudiants. Et donc, comme j'ai dit, la limite ou les contraintes, ça dépend de la bonne connexion Internet. Donc, vous voyez ici, donc, bien sûr, il y a des disciplines qu'on ne peut pas enseigner à distance, qui nécessitent des présentiels, mais il faut faire un effort. Il y a un grand gisement au niveau du développement de l'enseignement à distance au Maroc. Et c'est une opportunité, normalement, pour pouvoir, même au niveau des jeunes, hein, je vois maintenant sur Facebook, il y a plein de plateformes, il y a des jeunes qui commencent à développer des plateformes pour tout ce qui est enseignement à distance et exploiter juste l'existant. Hein. Si je prends le cas de Moodle en tant que plateforme open source, on peut faire beaucoup de choses avec l'open source. Dans des pays sous-développés comme nous, au Maroc, pourquoi il faut faire ensemble vraiment avec des collègues au niveau de l'Université Hassan II, nous avons constitué une équipe pour défendre tout ce qui est open source au niveau de l'université. Exploiter ou bien utiliser des systèmes d'exploitation tels que Linux, par exemple, c'est une opportunité, il faut en maîtriser. Les meilleurs serveurs au monde sont à base de Linux, pas je ne vais pas dire Microsoft ou autre chose, mais c'est beaucoup plus Linux. Et les plateformes aussi, alors on verra la plateforme Moodle, c'est encore Linux. Pardon, open source. Et donc, les examens aussi, il y a des solutions extraordinaires en open source. Donc, il y a plein de choses. Et aussi exploiter ce qui existe. Il y a des plateformes, il y a des programmes pour faire ne serait-ce que, si je prends le cas par exemple de la plateforme Networking Academy, donc, il suffit d'adhérer au programme pour bénéficier des formations, des supports de cours, des travaux pratiques. Il y a plein d'essentiels et il faut que l'enseignant se mette à fond pour améliorer la qualité de l'enseignement. Il y a tous les moyens, comme je dis, ce n'est pas question de moyens, mais c'est question de ressources. Donc voilà, bon, je ne sais pas la peine de revenir, donc, comme j'ai dit, un MOOC, c'est quelque chose qui est rythmé et organisé. Donc, bien sûr, lorsqu'on parle sur un MOOC, ça prend combien de séquences, combien de temps, etc. Et il y a
il est tutoré, donc il faut être capable de poser des questions sur des forums, donc d'aider l'enseignant, etc. Donc il y a un animateur qui doit accompagner. Et vers la fin, il faut qu'il soit évalué, donc il faut qu'il y ait des activités qui peuvent être corrigées automatiquement. Maintenant, il y a les plateformes qui offrent la possibilité de passer des examens et être évalués automatiquement. Comme maintenant, on parle aussi de l'évaluation entre les pairs. C'est-à-dire, moi, je peux passer mon examen et c'est la personne qui participe avec moi à la formation qui peut corriger mon examen. C'est la correction. Et vers la fin, on obtient, il y a maintenant des mots qui sont certifiants. C'est-à-dire, on peut vous délivrer un badge ou bien des attestations comme quoi vous avez suivi telle ou telle formation. Donc, bien sûr, il y a parfois des gens qui posent des questions, pourquoi faire un MOOC? Ben oui, c'est diffuser d'abord de la connaissance au large public. Et pour les universités et tout, c'est acquérir une visibilité nationale et aussi internationale, ce qui permet de contribuer à la notoriété de l'établissement, des enseignants, des chercheurs, etc. Et ça permet aussi de recruter, surtout pour les établissements d'enseignement privés, par exemple, ça permet de recruter des étudiants et de repérer aussi des talents. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc maintenant, comment intégrer la question qui est posée, c'est comment intégrer le numérique dans l'enseignement. Donc, on peut aller du présentiel total, peut-être ce que nous sommes en train de, ce qu'on vivait avant le coronavirus. Donc, il y avait un présentiel total et aller jusqu'au distanciel total. Donc, il y a la possibilité d'aller jusqu'au distanciel total, mais en passant par des étapes intermédiaires. Et parmi ces étapes, il y a ce qu'on appelle le présentiel enrichi, ici. Et il y a le présentiel amélioré, il y a le présentiel allégé, il y a le présentiel réduit, et puis le présentiel quasi inexistant, ça veut dire c'est du distanciel à 100%. Donc voilà un peu les parts de distance. Ça peut aller de 0%, ça veut dire du présentiel à 100%, jusqu'à 100% à distance, et en passant par des étapes intermédiaires. Mais il faut, on va voir tout à l'heure chaque type. Et donc, si je commence par le présentiel enrichi, ici, et donc le présentiel enrichi là, ça veut dire ce sont les salles de cours qui sont équipées d'ordinateurs, d'outils de projection, de sonorisation. Donc, c'est un présentiel, mais pas classique. Ce n'est pas dans un amphi comme ça, mais maintenant, on va trouver des moyens. Donc, c'est possible d'équiper maintenant, d'ailleurs, on commence maintenant à avoir des amphis, des salles de cours qui sont connectées pour faire c'est-à-dire du présentiel enrichi avec des moyens. Donc, vous avez, en utilisant soit des vidéoprojecteurs, maintenant on utilise des tableaux interactifs, donc les smartboards. Donc, un smartboard, finalement, c'est un tableau, disons, mais qui est intelligent. Et donc, qui est connecté à Internet. On peut écrire directement, c'est pas la peine d'utiliser des marqueurs ou bien mais on écrit directement sur l'écran, il est interactif, on peut faire dessiner des formes en 2D, en 3D, on peut se connecter à Internet, on peut regarder une vidéo, donc c'est du présentiel, mais enrichi avec des moyens pédagogiques de type numérique. Et donc, même les supports de cours, donc moi personnellement, depuis 2004, je travaille zéro papier. C'est-à-dire, moi, je suis un instructeur Cisco, et donc, je donne tous mes cours, que ce soit sur tout ce qui est réseau, tout ce qui est infrastructure réseau, tout ce qui est routage, tout ce qui est commutation, et même des cours sur l'Internet des objets, etc. Mais c'est soit en présentiel enrichi, soit complètement à distance, mais à zéro papier. Donc, tous les supports, tous les travaux, les TD, les TP, sont en format électronique. Donc, on passe la deuxième forme du mode présentiel, c'est ce qu'on appelle le présentiel amélioré.
Alors, le présentiel amélioré, donc là, les étudiants, l'enseignant, ils partagent une adresse mail, par exemple, sur laquelle ils peuvent mettre à la disposition un certain nombre de ressources numériques. Alors, vous trouvez donc le mot, c'est le enseignement online course comme tout à l'heure. Alors, une ressource éducative en ligne. Donc, REL, ce sont des ressources éducatives en ligne qu'on peut partager à distance. Donc, voilà un peu, c'est du présentiel amélioré. Donc, il y a quand même le partage des documents, surtout ce qu'on fait actuellement. Parfois, les gens partagent avec mail, sur WhatsApp, etc. Mais ça reste, c'est du présentiel amélioré. Alors, il y a du présentiel allégé. Donc là, la présence de l'enseignant en classe. Et d'ailleurs, maintenant, commencent à apparaître des solutions qu'on appelle les solutions de streaming. Et donc, l'enseignant, il est en classe, il est en train de faire son cours. C'est possible d'avoir quelques étudiants et les autres qui sont à distance, qui sont en train de suivre le cours. C'est comme on fait un live sur Facebook. Moi, ça m'est arrivé de faire des cours comme ça. J'anime un cours avec un master tout ce qui est e-learning à la faculté des lettres et des sciences humaines et multimédia. Et parfois, il y a des étudiants qui n'avaient pas assisté à mon cours, ils me demandent de faire directement le live sur Facebook. Et donc, ou bien sur un live sur YouTube, et ils peuvent suivre à distance le cours. Il y a une partie en présentiel. Moi, je suis présent en classe. Les étudiants, il y a quelques étudiants aussi avec moi. Il y a ceux qui n'ont pas la possibilité d'assister, ils peuvent assister à mon cours à distance. Et là, maintenant, il y a tout un système. Il y a des dispositifs, maintenant, surtout dans des amphis connectés, qui sont équipés par du matériel, de telle manière, il y a des caméras avec du suivi, hein. Donc, du tracking, un système de tracking. Il y a même des valises qu'on peut installer dans un amphi ou bien dans une salle de classe et qui va suivre l'enseignant lorsqu'il est en train d'expliquer. Et donc, comme ça, c'est comme transmettre ce qui se passe en classe, mais à distance. D'accord? Donc, voilà. Mais parfois, ça nécessite de la logistique, la maîtrise, l'utilisation du matériel, et parfois même, ça nécessite parce qu'il y a quelqu'un qui vous accompagne en classe. Et comme ça, vous pouvez transmettre tout ce qui se passe en classe aux participants qui vous suivent à distance. Donc voilà, il y a le dernier, enfin l'avant-dernier, c'est le présentiel réduit. Il y a quasi les deux derniers modes de présentiel réduit, il y a le quasi inexistant. C'est-à-dire réduit, c'est l'essentiel de la formation se fait en dehors de la présence de l'enseignant. Donc là, le suivi des étudiants se fait à l'aide d'outils de pilotage, ce qu'on appelle les classes virtuelles, les forums de discussion, etc. Donc l'enseignant, il essaie de préparer tout ça et puis de suivre à distance ses étudiants. Et vers la fin, nous avons ce qu'on appelle l'enseignement complètement à distance ou bien quasi inexistant. Et donc, l'enseignant peut se déplacer pour rencontrer les étudiants. L'évaluation se fait c'est-à-dire là, l'évaluation se fait, c'est juste l'évaluation finale qui se fait en présentiel. Mais les étudiants, donc, ils suivent tout à distance. Et donc, parfois même, vous voyez, il y a des formes, parce que l'enseignant se déplace vers les étudiants pour les rencontrer, faire la mise au point, mais c'est juste l'évaluation finale qui est assurée en présentiel. Donc, la notion de distance totale, c'est complètement à distance et sans présence de l'enseignant. Et là, c'est vraiment du distanciel total. Et donc, l'enseignant peut aussi entrer en contact avec les étudiants en mode synchrone, sous forme de webinaire, ou bien il peut carrément modérer les forums en mode asynchrone. Et bien sûr, même l'évaluation finale, ça se fait à distance. Alors là, il faut une plateforme, il faut des plateformes pour mettre en place tout ça. Et donc, voilà un peu en résumé toutes les étapes. Donc,
que ce soit du présentiel enrichi, augmenté, ou bien agrégé, ou bien réduit, ou bien un présentiel inexistant. Vous avez les différentes formes que je viens de résumer sur tout cela. Alors là, on parle maintenant de la classe inversée, ou bien de la pédagogie inversée. Donc, l'avenir, c'est pour ce genre de pédagogie. Certes, il faut faire beaucoup d'efforts, il faut pour maîtriser ce schéma-là. Donc maintenant, avant, on parlait de la leçon classique en classe, et on donne des exercices à la maison. Maintenant, c'est le système inverse. C'est-à-dire, on donne le cours et tout à préparer chez soi, à la maison, bien dans n'importe quel lieu, dans un café, ou je ne sais pas quoi, l'étudiant l'essentiel prépare son cours et il vient en classe juste pour approfondir ou bien mettre en œuvre des exercices ou bien des projets. Et donc, c'est la notion de ce qu'on appelle la classe inversée. Donc, vous voyez ici, donc, la classe traditionnelle, c'est qu'on arrive le matin, on commence à suivre le cours, à faire des exercices, et vers la fin, on nous donne aussi carrément des devoirs à faire à la maison. Et donc, on part à la maison tout en réfléchissant à un certain lot de travaux à faire. Et donc, finalement, l'étudiant ou bien l'élève sent qu'il est vraiment trop chargé et que l'enseignement, bien la formation, l'apprentissage, c'est un fardeau. Alors que la classe inversée, normalement, il a essayé de jouer, surtout avec les serious games maintenant, avec l'apprentissage jouant, c'est très important. Donc, les jeux sérieux, serious games maintenant, et donc ça permet de motiver l'étudiant, de lui permettre de travailler aussi avec ses amis à distance, et puis lorsqu'il arrive en classe, il vient pour juste, c'est-à-dire discuter avec l'enseignant les points qu'il n'a pas compris, montrer à son enseignant ce qu'il a fait, ce qu'il a réalisé. Et bien là, vraiment, il y a la motivation totale. Hein. Donc, pour les gens qui défendent l'enseignement à distance, il y a la notion de classe inversée, c'est l'étudiant, il passe beaucoup plus de temps chez lui, et peu de temps en classe, et donc en classe, pour venir juste pour, c'est-à-dire discuter avec l'enseignant, montrer le degré d'avancement, et puis résoudre quelques problèmes, ou bien approfondir quelques notions pédagogiques que l'étudiant avait du mal à comprendre chez lui. Donc voilà un peu la notion de classe inversée. Vous pouvez même aller sur ce site-là, www.classesinversée.com, pour avoir des informations sur la notion de classe inversée. Alors, vous avez plein de plateformes qui existent qui sont très, très intéressantes. Et donc là, vous avez par exemple le FAN, France Université Numérique. Donc, je vais essayer d'aller. Moi, je vous invite à aller sur sur FAN. Donc, vous voyez, FAN, c'est FANMOOC ici. C'est France Université Numérique. Donc, voilà un site qui est très, très intéressant. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a parmi les participants ceux qui ont déjà suivi des MOOC ou bien des cours sur France Université Numérique? Est-ce qu'il y a qui ont déjà entendu parler de ça? Donc voilà. Alors là, c'est une plateforme donc, sur laquelle, donc là, je peux aller voir ici et voir tous les cours. Donc là, vous avez les cours. Vous voyez? Donc, algèbre linéaire, mathématiques, la physique. Donc, vous avez plein de stratégies de diagnostic des cancers, mobilité urbaine en Afrique, vous voyez? Donc, politique publique des transports. Il y a plein de MOOC. Vraiment, c'est. Donc là, vous avez. Donc, vous voyez, 123 nouvelles sessions qui viennent de démarrer. Donc, vous pouvez vous inscrire sur des MOOC
et avoir même le certificat à la fin. Donc, ça dépend de votre, vous voyez, comprendre l'économie collective. Vous voyez, et qu'est-ce qu'ils ont fait en France? Ils ont pris les meilleurs cours dans les différents établissements et donc ils les partagent sur cette plateforme. Donc voilà, vous avez donc les thèmes, par exemple, l'éducation. Si je prends le cas de l'éducation, vous voyez, j'ai 85 MOOC qui sont disponibles dans le monde de l'éducation. Et donc là, vous avez les compétences pour dialogue intellectuel, interculturel, de la préparation des écoles de commerce, du parcours, etc. Donc, une intégrité scientifique dans les métiers de la recherche. Donc, vous avez plein de domaines, vous avez plein de MOOC. Donc, il suffit de s'inscrire et de suivre à votre rythme. Lorsque je parle, alors, MOOC, métier de la santé, les études pour agir. Donc là, si je prends enseigner et former avec le numérique. Vous voyez, c'est un cours qui est destiné qui a été mis en ligne par l'ENS de Paris. Donc voilà, je peux cliquer. Donc vous voyez ici, donc début du cours, donc ça c'est un ancien, ça a commencé depuis longtemps, mais il n'a pas encore pris fin. Donc c'est le 24 mars. Si c'est bien prendre fin. Donc c'est de 1 heure à 5 heures par semaine. Donc voilà. En français. Donc déjà, vous trouvez une vidéo qui présente un peu de quoi il s'agit. Vous avez l'objectif global de ce MOOC et puis l'équipe pédagogique qui a développé le cours, ou bien le MOOC. Et là, vous avez le plan du cours, il s'adresse à qui, comment participer, l'évaluation, etc. Donc, vous avez toutes les conditions pour donc, vous inscrivez au MOOC. Donc, je vais prendre alors là, déjà, il faut créer un compte, il faut s'inscrire sur cette plateforme. Donc, je vais me connecter. Et donc, voilà. Et comme ça, je peux avoir. Donc, moi, je suis un cours sur le 5G, et puis comment créer un MOOC inclusif. Et donc, voilà, je reviens sur tous les cours. Donc, vous avez plein de mots qui sont vraiment très, très intéressants. Et donc, par exemple, programmer un objet avec un Arduino, par exemple, ici, hein, les jeunes maintenant qui font de l'Arduino, vous voyez, la fin d'inscription, c'est le 22 décembre 2020. Ça a commencé l'inscription le 17 novembre 2020. Donc, fin décembre, vous voyez, donc c'est 3 heures par semaine. Et donc, voilà, vous avez toutes les informations sur le MOOC. Ce sont des choses qui sont très, très intéressantes. D'accord? Voilà. Donc, voilà, vous voyez, une attestation de suivi avec succès est attribuée aux apprenants ayant réussi les évaluations. Et voilà l'équipe pédagogique qui est développée. Donc, tout ce qui est fabrication, donc s'initier à la fabrication numérique, programmer un objet avec un Arduino, imprimer en 3D, donc faire de la modélisation avec un 3D, etc. Donc, comment fabriquer un objet connecté, donc qui s'intéresse à l'Internet des objets. Donc, voilà un peu le parcours du cours pour les suivre. Et donc, ce sont des mots qui sont vraiment très, très intéressants. Donc, ça, c'était la plateforme FAN, donc France Université Numérique. Alors, vous avez aussi, par exemple, la plateforme Cisco Networking Academy, et donc netacap.com. D'ailleurs, il y a plein d'universités. Si je prends le cadre de notre université Hassan 2, donc nous avons une convention cadre avec Cisco Systems pour la mise en place pour la plateforme Networking Academy. Et donc, nous, à l'INSET de Mohamedia, nous sommes Académie Cisco depuis 2004. Et donc, les étudiants, ils suivent, pour moi, surtout pour les filières d'ingénieurs, ils suivent des cours en réseau en se basant uniquement sur la plateforme NetAcad. Donc, il y a plein de... Donc, je peux aller sur la plateforme netacad.com. Vous pouvez aller sur la plateforme NetAcad.
OK? Donc là, vous pouvez créer un compte. Il y a des cours qui sont libres. Vous pouvez vous inscrire vous-même. Donc là, tout ce qui est donc, des cours sur le networking, les réseaux, l'Internet des objets, tout ce qui est programmation, tout ce qui est cybersécurité, tout ce qui est système d'exploitation. Et donc, ils ont aussi un très, très bon simulateur que j'utilise souvent. C'est le simulateur Packet Tracer qui permet de simuler le fonctionnement des réseaux, de dimensionner des réseaux, etc. Donc, surtout maintenant avec l'Internet des objets, tout ce qui est aspect cybersécurité. Donc, vraiment, c'est une plateforme extraordinaire. Vous voyez, il suffit de s'inscrire sur cette plateforme. Donc, vous pouvez vous inscrire. Et bien sûr, il y a des cours. Donc, moi, en tant qu'instructeur, donc, je vais me connecter sur la plateforme. Donc, je vais m'authentifier. Et voilà. Et donc, il y a pas mal de classes donc, que j'ai sur la plateforme Networking Academy. Donc, les cours que je crée à mes étudiants. Donc, si je prends le dernier cours que je viens de créer hier, et donc ça, c'est pour un master pour tout ce qui est Internet des objets. Donc, je lance le cours, l'étudiant lance le cours. Voilà, j'ai la connexion qui est un peu lente. Donc là, vous avez le cours. Donc, l'étudiant peut lancer le cours en ligne. Il a aussi des ressources. Et donc, il peut faire des TP, il peut faire des questionnaires pour évaluer le degré d'avancement, etc. Donc, vraiment, on peut programmer des tests pour l'évaluation. Donc, il y a plein de choses. On peut avoir un carnet je suis en temps réel l'évaluation, bien le carnet de notes, j'ai les notes des étudiants. Tout ça, je le fais en ligne. Donc, voilà les étudiants qui sont inscrits. Pour l'instant, il n'y a pas d'évaluation, parce que je viens de commencer hier ce cours-là. Mais donc, les cours se font à distance. Les TD, les exercices, l'évaluation même peut se faire à distance. Donc, il y a plein de ressources sur la plateforme. Bien sûr, lorsque je veux créer, par exemple, un cours, voilà, je vais essayer de créer moi en tant qu'instructeur. Et ça, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Vraiment, intéressez-vous à la certification. C'est très, très important. La certification, c'est un moyen qui va... tout à l'heure, je vais vous montrer une petite étude que j'ai faite en suivant des sortants de l'ENSEP qui sont certifiés. Vraiment, la certification joue un rôle très, très important. Ce n'est pas uniquement dans le domaine des réseaux, dans pas mal de domaines, il y a des certifications. Donc, vous voyez ici, je peux créer des cours, tout ce qui est Internet des objets, la connexion des objets, tout ce qui est hardware, software, tout ce qui est du big data, analyse de données, etc. Donc, la programmation en Python, en C++, le routage, le switching, le système d'exploitation Linux. Donc, il y a plein de cours qui sont offerts par la plateforme Cisco. Il se fait que les enseignants, bien vous, dans le futur, pourquoi ne pas préparer pour devenir un instructeur Cisco et puis bénéficier de toutes ces ressources-là pour dispenser des cours, pour animer des formations, etc. D'accord? Donc, voilà un peu ce que j'ai à vous dire un peu. Peut-être je vais revenir sur ça tout à l'heure. Donc, sur les plateformes ici. Donc, vous avez aussi Huawei. Donc, nous sommes conventionnés avec Huawei maintenant qui est sur le marché aussi. Ça fait pas longtemps, mais Cisco, c'est l'expérience, beaucoup d'expérience, une longue expérience, puisque je pense que c'est un programme qui a démarré en 1997. Donc, Huawei maintenant aussi essaie de faire un peu des choses intéressantes. Alors, il y a aussi la plateforme IBM.
Donc, IBM, il y a une initiative qui s'appelle IBM Digital Partnership Africa. Donc, c'est une initiative qui est destinée pour l'Afrique. Vous pouvez chercher sur Internet pour aller sur cette plateforme, surtout pour tout ce qui est Internet des objets, tout ce qui est virtualisation, tout ce qui est cloud. Donc, il y a plein de choses sur la plateforme développée par IBM en Afrique. Microsoft aussi vous offre la possibilité d'aller sur l'Académie virtuelle de Microsoft. Il y a aussi la plateforme HP Live, tout ce qui est marketing. Donc, le HP Live, c'est une plateforme mise en ligne par HP. C'est très, très important. Vous avez Udemy, donc il y a des enseignants qui peuvent mettre des cours sur la plateforme Udemy. Vous pouvez aussi, il y a des cours parfois qui sont gratuits. D'accord, Coursera, donc vous pouvez en bénéficier aussi. Alors maintenant, nous, on est de l'Université Hassan II sur le site, ou bien à partir du compte institutionnel. Alors, ce que je recommande aux étudiants, surtout les étudiants universitaires, c'est d'activer votre compte institutionnel. Donc, la majorité des universités maintenant, vous avez un compte institutionnel. Avec ce compte-là, vous pouvez bénéficier de pas mal de services. Si je prends notre cas de l'université, vous pouvez aller sur votre espace numérique du travail et vous pouvez bénéficier de pas mal de cours et de formations sur Coursera. D'accord? Donc, voilà, donc, Coursera. Il y a aussi la plateforme DX. Il y a plein de cours qui sont gratuits en ligne et qui sont développés par Harvard, MIT et tout. Vous avez maintenant, nous avons ce qu'on appelle le Maroc Université Numérique, le MUN.ma. Donc, MUN, Maroc Université Numérique, MUN.ma. Donc, le Maroc, il a essayé de lancer un projet équivalent à France Université Numérique et il a mis Maroc Université Numérique. Donc, voilà un peu la plateforme. Donc, il y a aussi, on essaye de repérer les bons cours qui sont dispensés au niveau des différentes écoles de faculté du Maroc et essayer de mettre ces cours-là sur cette plateforme. Donc là aussi, c'est une plateforme qui est riche, qui est marocaine, que vous pouvez consulter pour suivre des cours et des MOOC en ligne. OK? Donc voilà, maintenant, la question qui se pose, si on veut mettre en place un projet e-learning, qu'est-ce qu'il faut faire et comment on va-t-on faire? Dans la mise en place d'un projet e-learning, ça commence déjà par une analyse de l'offre de formation que vous êtes en train de faire ou bien que vous voulez mettre en ligne. Donc, comment l'actualiser, comment la rendre compatible pour qu'elle soit mise en ligne, etc. Et donc, c'est quoi le contenu, c'est quoi les outils que vous allez. Et donc, par la suite, une fois que vous avez fait cette analyse, il faut passer à l'élaboration de la stratégie. Donc, c'est-à-dire essayer d'intégrer toutes les dimensions du contexte professionnel, surtout pour le public cible, les apprenants, où est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils sont contrats, est-ce qu'ils sont en field, est-ce qu'ils sont sur un campus, etc. Donc, les outils de collaboration que vous allez utiliser, est-ce que vous allez utiliser, je ne sais pas, Zoom, est-ce que vous allez utiliser Teams, est-ce que vous allez utiliser Blackboard, ça dépend des plateformes, il y en a plein. Et puis la conception pédagogique, l'ingénierie pédagogique, c'est très, très important. Et là, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un grand besoin qui est exprimé au niveau du Maroc et même du monde entier, tout ce qui est ingénierie pédagogique. Donc, concevoir maintenant le dispositif de formation, il faut qu'il soit attrayant, il faut qu'il soit pérenne. Donc, il y a plein on ne conçoit pas comme ça un dispositif de formation. Et puis, il faut être capable d'évaluer, de définir des indicateurs clés pour dire est-ce que cette formation. Donc, il faut garantir la réussite de la formation selon son salarié. Donc, comme j'ai dit, mettre en place un projet e-learning, d'abord, il faut une plateforme. Je ne sais pas,
parmi les plateformes qu'on utilise beaucoup, surtout dans le domaine du monde universitaire, c'est Moodle. Donc, Moodle, c'est Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Donc, c'est un environnement de formation dynamique, orienté objet et modulaire. Donc, ça, c'est la plateforme. OK, on a décidé d'utiliser la plateforme. Maintenant, il faut mettre du contenu. Bien sûr, par la suite, il faut que les intervenants accèdent à ce contenu. Donc là, ces trois composantes, c'est très important. Donc, le choix de la plateforme, quel contenu je vais mettre dedans, et quels sont les intervenants. Donc, bien sûr, les intervenants, pas uniquement les apprenants. Il y a aussi l'équipe pédagogique. Et là, lorsque je parle de l'équipe pédagogique, ce n'est pas uniquement des enseignants. L'enseignant, elle est là peut-être pour apporter le côté pédagogique, mais il y a aussi le côté technique. Il y a des enseignants qui sont capables de donner un bon cours, mais ils ne peuvent pas le mettre en ligne d'une manière correcte. Ils ne peuvent pas concevoir une capsule pédagogique d'une manière correcte. Donc, il faut qu'ils soient formés, donc il faut des équipes techniques derrière. Donc, la mise en place d'un projet économique, ce n'est pas quelque chose de facile, mais ça demande vraiment beaucoup d'efforts et beaucoup de collaboration. Donc, parmi les plateformes les plus utilisées, par exemple, au début, avant même le Covid, donc moi, personnellement, j'utilisais Google Suite Éducation. Donc, si je prends le Google, tout le monde il a un compte Google. Mais ce compte Google public, donc il vous donne la possibilité d'utiliser votre boîte de messagerie, un espace de stockage de 15 gigas, et vous pouvez utiliser l'application Classroom. Donc, c'est une application Classroom. Donc, si je pars ici, alors, sur Google. Et donc là, sur Google, vous avez ce carreau-là qui est constitué des 9 carrés là. Et donc là, vous avez toutes les applications de Google, YouTube, Play Store, Gmail, Meet, etc. Et donc là, si vous descendez, vous pouvez trouver donc Google Docs, ça permet de faire un traitement de texte, Google Sheets, ça permet de faire, c'est comme Excel, Slides, c'est les PowerPoint, etc. Vous pouvez créer votre blog, et vous charter, etc. Alors là, vous avez Classroom. Donc si je lance l'application Classroom, donc vous voyez, vous avez déjà, j'ai un certain ensemble de classes virtuelles qui sont créées ici. D'accord? Et donc, si je prends par exemple ça, c'est un master, c'est un cours, bien sûr, une classe virtuelle que j'ai créée pour un master didactique. Donc, si j'accède à cette classe, donc voilà, vous avez par exemple ici un code pour accéder à cette classe-là. Et donc voilà, j'ai les supports qui sont partagés, que je partage au fur et à mesure que j'avance dans mon cours avec mes étudiants. Et vous avez la possibilité de, je ne sais pas, par exemple, aujourd'hui, je vais mettre support de cours. Donc là, je vais ajouter, vous voyez, donc soit à partir de Google Drive, soit un lien YouTube ou bien un lien web, etc. Donc un fichier et une vidéo YouTube. Donc là, je vais ajouter un fichier, par exemple. Et donc, je vais chercher un fichier. Je vais mettre, par exemple, le programme de notre événement. Et puis, je vais l'emporter. Et voilà, donc il est emporté. Et automatiquement, une fois que je le publie maintenant, il va atterrir chez les étudiants. Donc, si je le publie maintenant, certainement, il est vu sur la plateforme. Et aussi, tous les étudiants, tous les participants, ils sont, voilà les participants, ils sont là. Tous ces participants, maintenant, ils ont reçu la notification par mail. D'accord? Donc, mes étudiants vont certainement recevoir le programme de l'événement par mail. Ils seront notifiés comme quoi il y a un document qui vient d'être partagé sur la plateforme Classroom. Donc, on peut faire des travaux dirigés, on peut faire des exercices, des tests et tout ça, et on peut avoir même un carnet de notes vers la fin.
Donc, vous voyez un peu, ça c'est une plateforme qui est hyper simple, qu'on peut utiliser facilement, même avoir un compte normal de Google. Par contre, donc si je reviens sur ma présentation, donc vous voyez ce compte-là, Gmail, que vous avez normal, il vous permet la possibilité de créer jusqu'à 30 classes et d'avoir jusqu'à 100 étudiants par classe. Et vous avez l'autre solution, c'est le Google Suite Éducation, le GSE, le Google Suite Éducation. Donc là, il suffit de déclarer votre établissement, pour ceux qui travaillent dans des établissements scolaires, par exemple. Vous pouvez déclarer le nom de domaine de votre établissement. Pour nous, par exemple, n7-media.ac.ma, on va déclarer ce nom de domaine, on va acheter en 2008 et on va déclarer auprès de Google. Et depuis 2008, qu'il est déclaré auprès de Google, donc on travaille avec. Et j'ai un compte, bien sûr, sur n7.ac.ma, donc c'est rabbani@n7.ac.ma. Et donc ça m'offre, donc encore, tout ça c'est gratuit, hein. Donc ça m'offre un espace de stockage de 1 Tera, 1024 Go, un nombre illimité de classes en tant qu'enseignant, parce que je suis déclaré en tant qu'enseignant. Et donc, je peux avoir jusqu'à 1000 étudiants par classe. Et je peux utiliser le Google Meet, voyez, donc pour le live, comme ce qu'on est en train de faire maintenant avec Zoom, avec une durée illimitée et jusqu'à 250 participants par réunion. Ne rien payer comme abonnement. Donc, il suffit de déclarer votre compte. Donc, d'ailleurs, je peux aller sur. Je vais me connecter avec ce compte-là. Donc, je vais mettre le N7. Voilà. Et puis, je vais aller sur le Classroom, vous voyez là. Et donc là, j'ai le nombre de classes que je peux créer. Je vais ajouter une classe. Par exemple, créer un cours. Donc, le nom du cours, par exemple, je vais mettre Inactus. C'est juste section Inactus, par exemple, ou bien entrepreneuriat. Entrepreneuriat. Alors, l'objet, c'est l'entrepreneuriat. Et puis, la salle, par exemple, à distance. Donc là, je viens de créer une classe. D'accord? Voilà. Donc, ça prend un peu de temps pour la création. Et voilà la classe qui vient d'être créée. Vous voyez? Et donc là, vous avez ce code-là pour rejoindre la classe. Je peux le partager avec vous. Et donc, je peux revenir sur le. Alors, ici, est-ce que je peux partager avec vous? Sur le chat. Où est-ce qu'il y a le chat? Donc, je peux partager avec vous le code de la classe. Donc voilà, vous pouvez copier, hein, vous pouvez c'est-à-dire aller sur Google. Là, vous pouvez aller sur Google comme ça. Donc voilà le code. CTRL-C, je vais copier le code. CTRL-C. Et puis là, je vais me connecter. Donc par exemple, là, je vais aller rejoindre
Classroom. Et là, sur le signe plus, je peux rejoindre un cours et je vais coller le code ici et puis rejoindre le cours. Et donc, voilà, vous voyez, je viens d'atterrir sur la... Donc, si j'essaie de voir les participants, il n'y a que moi qui vient. Donc, vous pouvez, c'est-à-dire partager ou bien copier le code de la classe et puis le partager avec les étudiants. Et ils vont automatiquement rejoindre le cours. Donc, vous voyez, un compte institutionnel qui est déclaré auprès de Google, donc ça vous permet de faire beaucoup de choses. Et donc, vous pouvez bénéficier d'un espace de stockage de 1 Tera. Il y a même maintenant peut-être on est jusqu'à 5 Tera. Vous pouvez créer un nombre de classes illimité. Vous pouvez avoir jusqu'à 1000 étudiants par classe. Vous pouvez utiliser le live, donc en utilisant le Google Meet d'une manière illimitée. Pour une durée illimitée avec 250 participants par réunion. Alors, vous avez aussi le Office 365 Éducation. Ça, c'est très important aussi. Et donc, surtout avec le compte Tsalim.ma. Donc, si vous cherchez sur Google, je vais revenir sur la présentation. Voilà. Donc là, si je clique ici, donc ça va me permettre d'aller sur Office 365 Éducation, qui est celui-là. Alors, je pense que vous avez tous, lorsque vous étiez, surtout pour les élèves et les étudiants qui sont au lycée, ils ont un compte Tsalim.ma. Et donc, ce compte va vous permettre, vous voyez, moi, je vais utiliser le compte de mon fils. Donc là, ici, je vais me connecter. Et lorsque je me connecte avec ce compte-là, il me demande est-ce que vous êtes étudiant ou bien enseignant. Donc, je vais lui dire que je suis enseignant. Donc, il va faire un test pour vérifier le compte. Donc, tous les comptes Tsalim.ma, vous avez la possibilité de bénéficier de pas mal de choses. Et donc, voilà. OK, donc il a vérifié que le compte existe. Et puis, vous pouvez accéder et vous pouvez bénéficier de tout ça gratuitement. Donc, vous pouvez avoir un espace de stockage OneDrive de 1 teraoctet. Vous avez la possibilité d'avoir le Word, vous avez la possibilité d'avoir Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Teams, qui est une plateforme aussi pour la création des classes, d'enseignement à distance. Donc, il y a vraiment plein de ressources qui sont offertes pour tous les comptes Tsalim.ma. Et vous avez même la possibilité d'installer vos fils en local sur votre machine. Vous avez le droit à 5 installations par compte. Donc, vous pouvez installer, ce n'est pas la peine de craquer, ce n'est pas la peine d'aller chercher un CD piraté pour l'installer sur votre machine. Vous avez avec le compte Tsalim.ma, vous avez la possibilité d'installer avec le même compte jusqu'à 5 sur 5 machines, Office, donc Word, Excel, PowerPoint, etc. Donc tout ça, c'est offert grâce au compte Office 365 Éducation. Et vous pouvez, pour ceux qui utilisent Teams, vous pouvez utiliser Teams pour créer vos classes virtuelles, etc. Donc là, il y a plein de ressources qui sont offertes d'une manière vraiment gratuite. Je ne sais pas si je suis... Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? J'aimerais bien avoir un feedback. Est-ce que vous continuez à me recevoir correctement et est-ce que c'est bon? Donc voilà, je disais, donc, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Il n'y a pas de... Très bien. Donc voilà un peu les ressources dont on dispose. Donc nous avons la plateforme, je résume, donc nous avons la plateforme Google Suite Éducation. Ça nous permet d'avoir beaucoup de choses gratuitement. Vous avez la plateforme Office 365 Éducation aussi, surtout avec le compte Tsalim.ma. Il faut en profiter. D'accord?
Vous avez aussi pour faire du live, et surtout nous, au niveau de l'université, nous avons ce qu'on appelle la classe virtuelle avec le Big Blue Button. Donc, c'est une application de streaming gratuite, et donc qui vous permet, qu'on a nous installé au niveau de l'université, avec laquelle on fait les lives. Et tout à l'heure, je vais vous parler de cette plateforme qui est vraiment extraordinaire et surtout qui permet l'accès gratuit aux étudiants. Donc, la plateforme du Blue Button donc, est open source, vous pouvez la télécharger, l'installer sur vos serveurs. Bien sûr, si vous avez un serveur doté d'une adresse publique, et vous pouvez monter votre propre serveur de streaming et de visioconférence sans faire appel ni à Meet, ni à Teams, ni à Zoom. Donc là, ce sont des solutions qu'on peut déployer sur mon propre plateforme. Donc, c'est un outil qui permet de communiquer, de partager, donc de faire du streaming, de partager la vidéo, de partager l'écran, le chat, de faire des sondages, etc. Donc, c'est une solution open source. Alors, généralement, c'est un serveur qu'il faut installer sur le data center, par exemple, et puis qu'il faut déclarer au niveau, il faut avoir des liens vers l'application sur la plateforme de formation. Donc voilà, et ce qui est normalement utilisé par excellence, toujours dans le sens de l'open source, c'est la plateforme Moodle. Donc c'est une plateforme qui vous permet, qui est open source, hein, que vous pouvez télécharger et installer sur vos machines. Donc là, si je pars ici, donc sur moodle.org, donc voilà la plateforme, donc le site de Moodle. Donc c'est une association à but non lucratif, et donc il suffit de s'enregistrer d'abord sur la plateforme, hein, de préférence, et comme ça, je vais me connecter sur la plateforme. Voilà. Et donc là, je peux, vous avez toutes les ressources, vous voyez c'est quoi Moodle, comment configurer Moodle, comment enseigner avec Moodle. Donc vous avez plein de ressources sur cette plateforme. C'est une plateforme, vous pouvez télécharger. Et là, donc là, vous pouvez, hein, c'est libre. La dernière version, c'est la version 3.9, mais ce qui est conseillé, c'est de télécharger la version 3.8, qui est vraiment stable, ça ne pose aucun problème. Et donc là, vous pouvez la télécharger. Il est même pour le mobile, hein, donc il y a la solution mode desktop, il y a la solution mode mobile, et donc plein de ressources, d'accord? Et si vous voulez faire des tests, vous avez aussi la possibilité de faire des Moodle Cloud, vous voyez, Moodle. Alors, Moodle Cloud. Alors, Moodle Cloud. Voilà. Donc, vous avez la possibilité d'aller sur moodlecloud.com. Et donc, voilà, Moodle Cloud, vous avez la possibilité de créer un compte et de faire des tests juste pour s'habituer avec la plateforme. Et pour ceux qui n'ont pas, bon, vous avez aussi la possibilité de créer vos propres serveurs sur la plateforme Moodle à distance. Et bien sûr, il faut payer le service. Et comme ça, parce qu'actuellement, le grand problème que nous avons au niveau des universités ou des établissements de manière générale, c'est l'infrastructure. Si vous avez une infrastructure bien dimensionnée, pas des data centers, mais c'est des mini-data centers bien dimensionnés, vous pouvez réussir à faire, mais sinon, ce n'est pas quelque chose de facile. Donc, ça demande beaucoup d'efforts, surtout au niveau de la sécurité du système. Donc, il faut vraiment mettre en place toute une logistique pour assurer à la fois la sécurité physique et la cybersécurité, parce que maintenant, il y a pas mal d'attaques, etc. Et donc, voilà, donc vous avez la possibilité de faire des tests, d'aller créer un compte sur Moodle Cloud, et puis de faire le test. Je pense que ça vous offre un espace de 200 mégas avec un nombre, je pense, de 25
utilisateur, dès qu'il faut manipuler tout le temps, pour avoir toujours. Sinon, vous créez un compte à chaque fois que vous avez besoin d'expérimenter des choses comme ça. Donc, bien sûr, c'est une plateforme pédagogique d'enseignement en ligne qui vous permet de faire de l'enseignement, que ce soit en présentiel, que ce soit à distance. Même en présentiel, vous pouvez partager des documents, vous pouvez créer des examens, et les étudiants qui sont en présentiel peuvent exploiter ces ressources, ou bien carrément à distance. Donc, vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Disons, c'est peut-être la plateforme la plus déployée au monde au niveau, parce que c'est une plateforme open source qui est vraiment très ouverte, qu'on peut interfacer avec beaucoup de... Par exemple, je peux interfacer la plateforme Moodle de l'Université Hassan II avec, par exemple, la plateforme Networking Academy. Donc, ça ne pose aucun problème. Je peux, d'ailleurs, même maintenant pour les examens, on a réussi à développer ce qu'on appelle un plugin pour permettre de faire des examens QCM papier. Donc, on va générer les examens papier à partir de la plateforme Moodle, et de telle manière à ce que si j'ai par exemple 50 questions, j'ai 100 étudiants qui vont passer l'examen en format papier, ben je vais générer 100 variantes, ça veut dire 100 copies, et l'une ressemble à l'autre. Même si on est l'un à côté de l'autre, parce que ce qui se passe maintenant avec les QCM, donc on peut nous rencontrer, c'est qu'on peut par un langage de signes, on peut passer des réponses, alors que maintenant, la copie de l'étudiant X n'est pas équivalente à la copie de l'étudiant Y, ni de l'étudiant à côté. Et donc, comme ça, on va réduire la fraude et on va réduire aussi le nombre de surveillants et tout ça. Et ça, c'est possible. Déjà, il y a ce qu'on appelle une application open source qui s'appelle AMC. Et dernièrement, on a réussi à développer un plugin sur Moodle qui permet d'interfacer à partir de Moodle de générer directement l'examen QCM, mais au format papier. Donc là, bien sûr, l'usage du Moodle, ça demande un administrateur, des gestionnaires de cours, des enseignants, il y a ce qu'on appelle un enseignant moniteur, et bien sûr les étudiants et les invités, et tout ça. Donc, voilà. Alors, je peux vous faire rapidement une petite démonstration sur la plateforme e-learning de l'Université Hassan II. Donc, e-learning, voilà, donc déjà, la première chose, il faut passer par ce qu'on appelle un service central d'authentification. Donc, vous voyez là, vous avez le service ici, le service central d'authentification. Donc, je vais m'authentifier. Donc là, je me connecte sur la plateforme de l'université. Bon, je fais partie de l'équipe de pilotage de ce projet de plateforme e-learning. Et donc, je vais aller sur mon établissement, l'ENSET de Mohamedia, là, et puis vous avez les différentes filières que nous avons, donc le diplôme l'UT, le diplôme universitaire de technologie, les filières d'ingénieurs, des licences professionnelles. Donc, si je pars sur les filières d'ingénieurs, nous avons les filières d'ingénieurs génie électrique, énergie renouvelable, les systèmes électriques et énergie renouvelable. Nous avons le génie industriel et logistique, l'ingénierie informatique Big Data et Cloud Computing, le système informatique distribué, la mécanique des systèmes industriels, etc. Donc, si je prends par exemple cette première filière, donc voilà, l'enseignant, il n'a qu'à cliquer pour aller vers son cours. Mais tout ce que vous voyez là, la plateforme, c'est Moodle. Donc, voilà, donc je suis sur la filière, j'ai les semestres de la filière. Si je prends le semestre 2, par exemple, voilà, j'ai les modules, les matières qui sont enseignées. Moi, j'interviens sur le module informatique 2, qui est composé de 2 éléments de module, à savoir la modélisation de la programmation en objet et les réseaux informatiques. Donc, moi, j'anime cet élément de module, alors que la programmation orientée objet, généralement, il est animé par un vacataire. Donc, qu'on ne connaît pas pour l'instant, généralement c'est un doctorant par exemple, donc à la rentrée scolaire, à la rentrée universitaire, donc on va le déclarer au niveau de la plateforme. Donc si je pars moi ici sur la plateforme, donc voilà, donc je peux par exemple activer le mode édition, et puis voilà, ajouter
par exemple, où j'ai ici le chapitre 1, chapitre 2, un examen blanc, un examen final. Donc, vous voyez, là, je peux ajouter, par exemple, une activité. Et là, vous voyez, je peux ajouter un atelier, une donnée. Là, j'ai une session Big Blue. Hein. Je peux créer maintenant. Alors, le Big Blue Button dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc c'est un serveur de streaming qui est open source, donc qu'on a installé sur nos propres serveurs de l'université. Et maintenant, les étudiants bénéficient de la. Ça, c'est très, très important. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, je pense à partir de 2000 ou 2001, il y a le réseau Marwan. Donc, c'est un réseau qui intègre tous les établissements universitaires du Maroc. Et l'accès au serveur dont les adresses IP appartiennent à Marwan, c'est un accès gratuit. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire, si j'ai mon téléphone, ici, donc avec mon smartphone, je peux accéder à la plateforme e-learning de l'université, par exemple, et je ne paye rien. Même si j'ai 0 sur mon sort de data, sur mon téléphone, je peux accéder et je ne paye rien. Donc, j'accède à mes supports de cours, j'accède aux sessions live et je peux télécharger des vidéos s'ils sont mis, mais pas des vidéos sous forme de lien vers YouTube, par exemple. Parce que dès que vous vous connectez sur YouTube, bien sûr Facebook, bien sûr un site, automatiquement vous payez les frais de la communication. Donc le flux data il est réduit de votre solde sur votre smartphone. Donc ça c'est très très important, il faut le comprendre. Donc c'est pourquoi on essaye de faire appel à tout ce qui est open source. Donc le Big Blue Button, donc c'est comme j'ai dit, c'est un serveur de streaming qui est gratuit, et donc on l'a installé sur nos serveurs, et comme ça les étudiants, les enseignants peuvent créer des sessions Big Blue, et les étudiants peuvent suivre en ligne le cours de l'enseignant en synchrone, sans à 0 dirham, sans payer quoi que ce soit. Et je peux même partager sur mon smartphone, c'est-à-dire activer le point d'accès et partager la connexion avec les autres. Et comme ça, je peux suivre à partir de mon PC, de mon ordinateur, le cours à distance à 0 dirham. Ça, c'est très, très important. Ça nous a permis quand même de résoudre pas mal de problèmes. Vous avez aussi la possibilité, là, vous voyez, pour le streaming, la plateforme Blackboard Collaborate. Alors, le Blackboard Collaborate, c'est une plateforme payante. Donc, on a acquis la licence pour une année, renouvelable pour une deuxième année. On est en train d'expérimenter. Et comme ça, surtout pour les congrès internationaux et tout, donc la possibilité de créer une session. Et d'ailleurs, nous avons mis en place ce qu'on appelle la plateforme télétravail. La plateforme télétravail de l'université, de Casablanca. Et donc, voilà, je peux, espace des établissements, des résidences, des commissions, etc. Donc là, je peux aller, les responsables e-learning ici, par exemple, et je peux créer, vous voyez là, une réunion sur Blackboard Collaborate. Donc, je peux créer ma session, donc je peux créer une session, et puis partager avec vous. Donc, je vais l'appeler par exemple Enactus, d'accord? Et donc là, je crée la session, et puis avec les invités, je peux partager le lien. Voilà, donc avec les participants. Donc, je peux avoir le lien des participants. Voilà, il y a les présentateurs, il y a les modérateurs. Donc là, d'abord, je dois enregistrer la session pour avoir. Donc, par un présentateur, je vais lui donner le lien présentateur. Pour un participant normal, je vais lui donner le lien pour le participant. Et pour les modérateurs, je vais lui donner le lien du modérateur. Je peux programmer, ça commence à telle heure, ça se termine à telle heure, etc. Et donc, tout ça, le Blackboard Collaborate, c'est une plateforme aussi payante, comme Zoom d'ailleurs, et donc qu'on a mis en place au niveau de l'université. Je peux rejoindre la session. Donc, voilà, c'est juste pour avoir un peu l'interface de cette plateforme. Donc là, je me connecte. Et voilà, donc vous avez la possibilité de participants, comme quels sont les participants dans la session,
vous avez la possibilité de demander, de lever la main pour poser une question, bien demander la parole. Vous avez la possibilité d'activer votre micro, votre caméra, etc. De déclencher l'enregistrement de la session, et ainsi de suite. Donc voilà un peu quelques plateformes. Donc aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous présenter l'ensemble des solutions qui existent au niveau de tout ce qui est e-learning. Bien sûr, maintenant, comment mettre en place un projet e-learning? Il y a au niveau de l'ingénierie pédagogique, il y a la méthode ADI, c'est une méthode qui a été développée par un chercheur en sciences de l'éducation, professeur à la Téléuniversité du Québec au Canada, qui s'appelle la méthode ADI, qui est composée par la phase d'analyse, la phase de design, développement, implantation et évaluation. Voilà un peu les 5 étapes pour la mise en place d'un projet e-learning. Bon, je ne vais pas trop rester sur les détails parce qu'il y a beaucoup de détails. Et donc, au niveau de... Je ne vais pas m'attarder beaucoup plus sur ça. Peut-être... voilà, donc... alors maintenant, il y a un point qui est aussi très important, c'est celui de la certification. Et donc là, je conseille à tous les étudiants de prêter attention à ce qu'on appelle la certification. Et lorsqu'on parle de la certification, il y a deux volets. Il y a la certification académique et il y a la certification professionnelle. Donc lorsque je parle de la certification académique, c'est délivré par un organisme ou bien un institut ou bien une école, d'accord? Donc c'est juste un certificat. C'est comme vous êtes en train de préparer le baccalauréat. Eh bien, vous êtes inscrit dans un lycée, par exemple. À chaque fois que vous avez besoin d'une attestation de scolarité, vous demandez cette attestation, on vous donne l'attestation pour voir vous poursuivez vos cours au niveau 1 ou bien 2 ou bien, etc., du baccalauréat. Et ça, c'est un certificat, pas plus. Mais si vous voulez avoir quelque chose qui est reconnu comme un diplôme, c'est ce qu'on appelle la certification professionnelle. Et donc, là, vous passez dans ce qu'on appelle un centre agréé. Si je parle du cadre de la certification Cisco, par exemple, il y a la certification académique qui est délivrée par un instructeur, dans une académie Cisco, mais lorsque vous voulez avoir une certification professionnelle, vous devez réserver un examen selon le cursus que vous avez ou bien le curriculum que vous avez suivi pour aller passer cet examen dans un centre agréé par Cisco, tel que Personne Bio, par exemple. D'accord? Donc finalement, voilà, la démarche, c'est l'apprenant qui doit décider de quel type de certification. Moi, je vous ai parlé Cisco, il y a les certifications ITIL, les certifications Microsoft, .NET, COBIT, Java, etc. Il y a plein de certifications. Et puis, il y a un organisme de certification en face. Ça peut être soit académique, soit professionnel. Et donc là, c'est à vous de choisir la certification à passer. Et après, donc, vous devez soit participer à des formations, donc organisme de certification, soit faire vous-même votre propre formation, préparation. Donc, ce n'est pas obligatoire de passer par un établissement de formation pour aller passer une certification professionnelle. Vous pouvez préparer vous-même la certification et aller dans un centre d'examen en ligne, bien sûr, dans les locaux de l'organisme certificateur pour passer l'examen et finalement, vous allez avoir un résultat. Si vous réussissez, vous obtenez votre certificat. Et bien, si vous ne réussissez pas, vous pouvez tenter d'autres tentatives. D'accord? Donc voilà un peu. Alors parmi les académies, comme je dis, l'exemple de Cisco, le Networking Academy. Donc vous pouvez vous inscrire sur une académie Cisco dans votre région, dans votre ville, et suivre des cours avec un enseignant, un instructeur certifié, ou bien il y a des cours déjà qui sont ouverts pour avoir surtout des badges ou bien des attestations. Et si vous voulez être reconnu mondialement au niveau industriel, il suffit d'aller dans un centre d'examen, quelques personnes dans le lien indiqué ici. Alors bien sûr, il y a pas mal de certifications, comme j'ai dit. Alors parfois,
moi, je vous dirais, avec un certificat professionnel ou bien industriel, vous pouvez décrocher un job mieux qu'un doctorat, par exemple, ou bien un titre d'ingénieur. Les certifiés, les gens certifiés sont très très demandés. Donc, il y a des certificats dans le domaine du marketing digital, Saint-Leonard, ensuite, Sport, Facebook, Google, donc Google Ads, vous voyez, donc il y a de la certification sur le Google Ads. Donc là, voilà, vous avez les frais des examens, ça coûte aux alentours de combien, mais ça vous permet d'avoir des jobs comme un digital marketing analyst, un sales spécialiste, un digital marketing manager, etc. Donc, vous avez plein de profils que vous pouvez. Dans le domaine de tout ce qui est réseau, vous avez surtout, bon, là je cite comme exemple que j'ai vécu, qui est extraordinaire, c'est une certification de Cisco Networking Academy, enfin de Cisco Networking. Donc, il y a plein de certificats, que ce soit au niveau associé, professionnel, expert. Donc, vraiment, dans le domaine du business intelligence, vous avez voilà, l'ensemble des certifications. SAS, Click, Vio, Microsoft, Tableau. Donc, tous ces certificats dans le domaine du business intelligence, BI, sont très, très demandés sur le marché. La gestion de projet, vous avez CSM, S2, BM, etc. Donc, il y a plein de certifications dans ce domaine-là. La cybersécurité aussi. Vous avez ici les organismes. En tout cas, je vous laisserai ma présentation pour ceux qui s'intéressent pour avoir tous ces détails par la suite. Donc, je vais donner ma présentation au comité d'organisation pour partager avec vous. Donc, voilà, donc, la gestion de relations clients aussi, il y a des certifications avec, voilà, vous avez une idée un peu sur les frais de l'examen, mais sur les profils que ça peut, sur les opportunités d'employabilité. D'accord? Donc, le Big Data, le Cloudera, Hortonworks, Sentinel, donc il y a plein de domaines. DevOps, Jenkins, Puppet, Kubernetes, donc il y a plein de plateformes pour être certifiées dans le domaine du développement et opération DevOps. Et donc, voilà. Donc, vous avez aussi du cloud computing, ça c'est très vraiment très bon maintenant, surtout avec le développement de tout ce qui est learning et tout ce qui est télétravail. Maintenant, le cloud computing, c'est devenu quelque chose d'extraordinaire. Vous avez la plateforme Amazon, vous avez Azure, Microsoft, Google, ICS, ESC, donc plein de plateformes. Si vous êtes certifié sur cette plateforme-là, certainement, vous n'allez pas chômer et vous allez toucher un très bon salaire. Et donc, le data science, machine learning, vous avez tout ce qui est data science avec Python, tout ce qui est data science avec R, data science SAS. Donc, il y a vraiment plein d'opérateurs dans ce domaine, tels que Saint-Leonard, Google Cloud, etc. Donc, il y a plein de certifications dont je passe. Donc, voilà. Alors, rapidement, donc, au niveau de l'université, au niveau de l'Institut de Mohammedia, donc j'ai mené une petite étude sur un ensemble de certificats de 60 de la promotion de 2014. Et donc, il y avait 51 étudiants qui ont eu juste le certificat académique et il y a 9 qui ont carrément obtenu le certificat professionnel. Et bien, les 39 là, ils ont trouvé d'emploi grâce à cette certification académique, alors qu'il y a 9, ils étaient embauchés à 100%. Donc, on en déduit que même la certification académique, ça permet de décrocher ou bien d'avoir un emploi à 76%, alors que la certification professionnelle, c'est un emploi qui est garanti à 100%. Donc, voilà un peu donc là, vous avez le modèle de mise en place d'un système de certification. Donc, je ne vais pas trop tarder, mais l'essentiel, ce qu'il faut savoir, si je prends le cas de Cisco comme exemple, donc vous avez le CISANT,
donc c'est un niveau débutant, donc tout le monde est capable de lire ce contenu, donc c'est simple. Et après, il y a le niveau associé, ou bien diplômé, et après, il y a le niveau professionnel, et après le niveau expert et le niveau architecte. Donc, bon, être un architecte Cisco, c'est vraiment quelque chose, bon, c'est pas facile, mais c'est vraiment, ça garantit l'emploi et c'est de l'expertise. Donc là, ça c'est ce schéma-là, je l'ai dans ma salle de classe. Les étudiants le regardent à chaque fois qu'ils accèdent à ma classe pour leur indiquer, voilà un peu les différents. Donc, vous voyez, à partir du C5, qui est la base ici, vous pouvez aller dans différents sens. Donc, si vous voulez développer tout ce qui est sécurité, vous voyez, là, vous pouvez préparer ce qu'on appelle le CCNA sécurité, le CCNP sécurité, le CCE sécurité, pour devenir un ingénieur en sécurité du réseau informatique. Si vous voulez développer tout ce qui est architecture, parce que maintenant, les architectes réseau, ils sont rares. Hein. Un architecte, c'est quelqu'un qui est capable, surtout dans le domaine du cloud, maintenant, ils sont très, très demandés sur le marché de l'emploi. Et donc, vous pouvez préparer le CCNA au niveau du travail, surtout le travail collaboratif, au niveau, par exemple, de travailler sur des projets en collaboration, avec toutes les technologies de collaboration. Vous avez tout ce qui est data center aussi, le dimensionnement des data centers, tout ce qui est cloud, comme j'ai dit, et là, tout ce qui est, si vous voulez travailler aussi chez les opérateurs ou bien les providers, vous pouvez préparer des certificats dans le domaine CCNA Provider, CCNP Provider, CCNA Provider. Et ce qui est très, très demandé maintenant, c'est tout ce qui est IoT, donc un ingénieur en réseau industriel et Internet of Things, donc Internet des objets. C'est très, très demandé actuellement. Maintenant, on commence à avoir les smart cities, l'automotive, les smart farming, c'est-à-dire la smart agriculture. Donc, démentionner tout ça, il y a aussi la médecine, la télémédecine. Donc, il y a plein de solutions qui vraiment qui commencent à prendre de la place sur le marché en faisant appel à tout ce qui est objets connectés. Et donc, maintenant, Cisco, par exemple, offre des formations et des certifications dans le domaine de l'Internet des objets. Donc là, rapidement, c'est-à-dire là, par exemple, moi, ça c'est une étude qui a été faite, je pense, en 2016. Voilà, sur le marché de l'emploi aux États-Unis et combien ça coûte. Donc, un certifié CCNA en centre de données, donc vous voyez, le salaire annuel sont 7 000 $. Un certifié CCNP au niveau de la sécurité, c'est 102 000 $ annuels. Un CCE, tout ce qui est routage et communication, 113 000 $. Donc, voilà un peu la valeur des certifiés sur le marché de l'emploi. D'accord? Donc, voilà un peu l'expérience, comme j'ai dit, avec ce que j'ai fait avec Cisco, au niveau de l'Académie, au niveau de l'ESF de Media. Donc, voilà un peu le certificat. Ça fait 16 ans qu'on est sur le marché, bien qu'on forme. Donc, moi et mon ami professeur des Darif, donc on monte des cours, tout ce qui est CCNA, IT essentiel, CCNA sécurité, Internet des objets. Et bien sûr, c'est un projet qui a été mis en place en 2004 en collaboration avec l'USAID, l'UNIFEM et Cisco Systems, et dans le but de réduire la pénurie des compétences en réseau, et aussi aider à l'insertion et à la reconversion professionnelle des étudiants, et contribuer au développement des nouvelles technologies, que ce soit au niveau de la sécurité, la mobilité, la mobilité, le cloud, etc. Tout ça aussi en veillant à ce que de renforcer la participation féminine dans le domaine d'éthique. Et de là, maintenant, on assiste vraiment à une grande participation des étudiantes dans ce cursus de formation. C'est vraiment très, très intéressant. Donc voilà, donc, un peu quelques statistiques, qu'est-ce que nous avons fait, quelques visites par la responsable de Cisco chez nous en classe, dans nos locaux. Donc voilà un peu. Alors maintenant, il y a un cours que je vous invite de suivre, il est gratuit, et le Get Connected. C'est un cours offert à tout le monde, et même
je pense si vous partez sur ma chaîne YouTube, donc là, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez chercher juste la chaîne Albanie. Donc voilà, et puis voilà ma chaîne YouTube. Donc j'ai quelques vidéos, mais dans laquelle j'explique un peu comment aller sur le... Donc là, j'ai pour le programme Get Connected, voilà. Donc le Get Connected ici. Donc nous avons créé ce qu'on appelle la Virtual Academy de Cisco. Donc voilà, cette vidéo-là, vous pouvez la visualiser et vous avez le lien d'inscription sur le... Alors là, il y a une autre vidéo dans laquelle j'explique. Vous avez le lien, en tout cas, vous pouvez lui demander le lien pour vous inscrire gratuitement sur la plateforme pour suivre le cours Get Connected. D'accord? Professeur Rbani, donc c'est un cours générique, comment se pour connecter la de manière session. optimale, comment utiliser les outils, etc., pour assurer surtout du télétravail, etc. Il est composé de 5 chapitres, quelques vidéos et un questionnaire où vous pouvez faire un examen d'évaluation. Donc là, vous avez plein de cours de cybersécurité, donc l'essentiel des réseaux, le routage et la communication, le scaling, c'est le dimensionnement des réseaux, etc. Professeur Rbani, vous arrivez à m'entendre? Et puis l'interne des objets, la programmation, Professeur Rbani, c'est-à-dire des objets, etc. Donc il y a plein de cours, tout ce qui est big data, tout ce qui est analyse de données, et donc tout ce qui est aussi le Linux, donc la maîtrise du système d'exploitation Linux, c'est très très important aussi. Donc vraiment, vous avez aussi un autre simulateur extraordinaire qui vous permet de simuler tout ça, soit en utilisant les objets, en utilisant les techniques de routage, en mettant en place des firewalls, tout ce qui est sécurité, et ainsi de suite. Donc, vous avez aussi un autre module sur l'entrepreneuriat, chose qui vous concerne aujourd'hui. Donc, il y a des jeux de rôle, donc c'est un cours qui est composé de 7 modules pour suivre des modules, Professeur Rbani, est-ce que vous m'entendez? vous pouvez créer une entreprise virtuelle, donc vous pouvez simuler la banque, vous pouvez simuler plein de choses. C'est un cours très très important qui vous fait sur la plateforme Cisco Networking Academy. Donc, comme j'ai dit, voilà donc une petite vidéo qui explique un peu que je vous ai déjà donné tout à l'heure. Donc, voilà, apparemment, la session va bientôt se terminer. Et donc, j'arrive à la fin de mon exposé. Donc, les questions sont les bienvenues si on ne reste pas encore du temps. Sinon, donc, je viens d'avoir au téléphone Mme Cheina, donc la présentation, je peux la partager avec vous. Vous pouvez accéder pour de plus en plus de détails sur tout ce qui est Cisco sur ma chaîne YouTube. Sinon, je vous remercie. J'espère que j'étais clair au niveau de ma présentation et merci à tout le monde. Donc, professeur Rbani, si c'est possible de partager avec nos jeunes votre profil LinkedIn. Oui, La question est revenue 2 fois. D'accord. Oui, je le partage avec vous, il n'y a aucun problème. Donc aussi pour ma présentation, je vais la partager. Vous pouvez la partager avec tous les participants. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y avait une question pour la plateforme Cisco. Est-ce qu'elle est ouverte pour tout le monde? Alors, vous pouvez, les intéressés peuvent s'inscrire en self-enroll, mais il y a des cours qui sont accessibles gratuitement à tout le monde, donc en auto-apprentissage, mais il y a des cours qui nécessitent l'inscription dans une académie et la présence d'un enseignant, d'un instructeur pour pouvoir suivre ces cours. Ok. Sinon, une autre question, c'était est-ce que c'est possible
de partager avec nous les liens que vous avez partagés tout à l'heure. Oui, oui, sur la présentation, il y a les liens. Donc, lorsque je vais partager la présentation, il y a tous les liens sur toutes les plateformes dont j'ai parlé tout à l'heure qui sont disponibles au niveau de la présentation. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part de nos participants? Alors, deux personnes ont demandé où on allait partager la présentation. La présentation sera partagée sur notre chaîne YouTube très prochainement. Donc, vous pouvez voir l'enregistrement sur notre chaîne YouTube Enactus Maroc. Super. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vous remercient. Donc, C'est à moi. s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup, professeur Elbani, pour cette session. C'était très Je vous intéressant. en prie. Donc, en espérant vous voir dans d'autres événements et dans d'autres occasions. Inch'Allah. C'est Inch'Allah. avec plaisir. Avec plaisir. Inch'Allah. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines sessions qui vont venir selon le programme d'Enactus durant toute la semaine, notamment cet après-midi avec un panel qui sera diffusé sur notre page Facebook. Donc, je vous dis à bientôt et merci beaucoup pour votre présence. Au revoir. Ok, au revoir tout le monde. Donc, merci beaucoup et à bientôt, Inch'Allah. Merci à tout le monde. Salut, au revoir.